Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément une vidéo sur l'origine d'un séisme. Alors donc là, dans la dernière vidéo, nous avons parlé comment se manifester les séismes, mais nous n'avons pas parlé de pourquoi justement il y a des séismes, ok? Nous allons voir pourquoi il y a des séismes justement dans cette vidéo. Bon, c'est parti mon kiki. Et donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un séisme? En gros, un séisme, c'est une rupture, c'est la rupture des roches, ok? Mais en profondeur, ok? Voilà. Alors là, on peut également dire qu'un séisme résulte d'un mouvement entre deux ensembles rocheux séparés par une faille, ok? Et donc voilà. Où justement vont s'accumuler des tensions et qui, bizarrement, vont céder brutalement. Boum! C'est-à-dire, peut-être sur un moment, il y a une tête de tension entre deux ensembles rocheux, mais peut-être sur un petit moment, à force tellement qu'il y aurait eu des tensions entre ces deux ensembles rocheux, brutalement ça va céder. Et quand ça cède, c'est ça qui va provoquer le séisme. Voilà. Donc là, pour dire en gros ce que c'est qu'un séisme, on peut le dire de deux manières. Et on peut le dire encore de X manières. Mais bon, voilà, en gros, les deux manières dont on peut dire qu'est-ce que c'est qu'un séisme. Ok? Et donc justement, maintenant que nous avons parlé en gros de ce que c'est qu'un séisme, donc vous avez vu, il y a plusieurs manières de dire en gros, mais en gros ces plusieurs manières de dire reviennent à la même manière. En gros, bon, si vous avez à retenir une manière, et donc si vous voulez retenir la plus simple, c'est la suivante, c'est tout simplement un séisme, c'est la rupture des roches en surface, ok? Pas en profondeur, faut pas confondre surface et profondeur. En surface, c'est là où on vit, et en profondeur, c'est ce qui se passe, mais sous terre, ok? Et donc les lieux d'origine, ok, donc du séisme. Bon, d'ailleurs je dis les lieux, mais d'ailleurs c'est plutôt le lieu, parce que justement, vous allez comprendre après pourquoi je dis des lieux au lieu de le lieu. Tout simplement sont en profondeur, ok, et donc ça s'appelle le foyer ou l'hypocentre, ok. Alors là, donc ça donne de noms différents, c'est pour ça que j'ai dit des lieux, donc sans faire exprès, voilà. Et donc c'est ça on appelle le foyer, ou ça on appelle cette zone également l'hypocentre, ok. Donc là tout dépend du prof que vous avez, hein. Il y en a un qui va vous dire ça s'appelle le foyer, il y en a un autre qui vous dira ça s'appelle l'hypocentre, ok. Bon là donc essayons de voir sur un schéma en gros qu'est-ce que ça donne. Donc, en gros, je voulais donc, qu'on voit un petit peu sur un schéma, qu'est-ce que ça donne, la notion de séisme, que nous avons abordé dans les deux premières vidéos. Bon, après, on continuera un petit peu sur le séisme, et donc, dans la prochaine vidéo, on verra quand même comment on se protège de tout cela, parce que bon, c'est bien beau parler des séismes et de comment ça fonctionne, mais bon, c'est bien aussi également de parler de la protection en cas de séisme. Bon, en tout cas, donc, justement, le schéma que vous allez voir ici, c'est un schéma qui reprend un peu tous les mots que nous avons vus dans la première et dans la deuxième vidéo, ok. Donc là, n'ayez pas peur en le voyant, ok. C'est un schéma que vous devriez apprendre, ok, et que vous allez sûrement apprendre cette année ou l'année prochaine ou l'année dernière, ou d'ailleurs que vous avez déjà appris l'année dernière, ok. Voilà. Bon, c'est un schéma à savoir légender puisque c'est toujours un truc qu'on peut vous demander le jour du brevet. On vous donne le schéma, ok, et légender ce schéma, ok. Voilà. Donc c'est bien de savoir légender ce genre de schéma. Donc là, en gros, l'épicentre, il faut bien se rappeler que c'est la zone où justement, le séisme est le plus fort. Il faut pas confondre épicentre et l'hypocentre, ok. C'est justement deux mots que vous confondez souvent, ok. Donc l'épicentre, c'est la zone où justement le séisme est le plus fort en surface, bien évidemment, ok, pas en profondeur, hein. C'est la zone où le séisme est le plus fort en profondeur, en surface je veux dire. Et en revanche pour de ce qui est la profondeur, l'origine du séisme, ça s'appelle l'hypocentre, ok. L'hypocentre ou également donc le foyer, ok. Tout dépend du terme que vous avez employé, ok. Bon, généralement hypocentre on comprend parce que hypocentre, on a le mot centre. Dans ce cas là on se dit c'est au centre, ok. Voilà. Donc on peut se dire c'est ici. Mais en revanche, si vous avez le mot foyer, là bon, c'est bien de savoir légender, ok. Et donc c'est bien de se dire hypocentre ça va avec foyer, ok. Et que foyer ça va avec hypocentre, ok. Dites-vous en gros le foyer il rentre au centre,
Voilà, voilà, comme ça au moins, ça vous aide à mémoriser le schéma, ok. Et donc, on va dire, cette ligne-là que vous voyez ici, ok, donc toute la ligne-là, et ben on appelle ça une faille, ok. Donc là, bah, justement, de faille, je voulais vous en montrer un exemple, ok. Donc c'est parti, mon kiki. Pour ceux qui ne verraient pas très bien la faille, je vous conseille donc, et ben, si vous voulez la voir en couleur, d'aller voir le lien dans la description de la vidéo, ok, qui te renvoiera vers justement une photo de la faille Saint-Andreas, ok. Bon, alors là, bon, c'est de la couleur, mais c'est pas non plus très coloré, hein, la faille Saint-Andreas. Mais bon, c'est au cas où si vous aurez du mal à voir en noir et blanc, parce que malheureusement, je n'ai pas de document en couleur, et comme je peux pas faire afficher le document en couleur, dans ce cas-là, bah, j'ai celui en noir et blanc. Bon, donc là, la faille Saint-Andreas, ok, donc bah, il faut en gros, c'est bah, comme toutes les failles que nous venons de voir, hein, et bah, ça part de l'hypocentre et même beaucoup plus loin en profondeur, hein, donc c'est quasiment au centre, enfin, je dirais pas ça jusqu'au centre de la Terre non plus, mais voilà, on n'en est pas non plus trop loin, ok, donc bah, c'est un truc qui part quasiment bah, pas loin du centre de la Terre, mais pas loin non plus de l'hypocentre, ok, et donc du coup, voilà, voilà, et après ça remonte et on le voit très bien lorsqu'on est en surface, ok, voilà, voilà. Donc du coup, et ben en surface on voit ceci, donc ceci c'est la faille, et donc bah, quand on est en profondeur, bien sûr, ben, on peut y creuser beaucoup plus loin à l'aide de cette faille. Mais bon, cette faille, vaut mieux pas y entrer dedans parce que bah, en sachant qu'il y a des séismes, enfin en sachant que les séismes sont provoqués justement par cette faille, et parce qu'il y a deux corps rocheux qui sont pas loin, et ben justement vaut mieux même pas y rentrer dedans parce que sinon et ben tu te ferais exploser, ok, puisque bah il y a une résistance, on a dit, entre les deux corps rocheux, ok, donc en gros une tension. Bon, alors donc là la faille Saint-Andreas elle est très célèbre puisque bah je sais pas si vous êtes au courant, mais en 1906 justement il y a eu un séisme, un très gros séisme, tellement gros qu'on l'a appelé le Big One, ok. Bon, d'ailleurs, un Big One, il devrait en avoir très prochainement. Enfin, très prochainement, d'après les scientifiques. Donc là, on ne sait pas si ça peut être demain, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas si ça sera dans d'une semaine, dans un mois. Ça peut arriver n'importe quoi. En tout cas, le jour du Big One, c'est de là que les scientifiques pourront retracer l'histoire de la ville de San Francisco, parce que San Francisco depuis des années, hein, c'est un phénomène géologique, hein, donc ça dure des années généralement, et donc du coup, San Francisco, elle est soumise à des séismes assez réguliers quand même, hein. Donc si vous tapez par exemple séisme à San Francisco 2018, il va vous afficher qu'il y a un séisme actuellement, ok. Et je crois qu'il est de magnitude 2,9, un truc comme ça, ok. Bon, la dernière fois j'avais fouillé, donc il y a une semaine, il était de 3,3, un truc comme ça, ok. Bon, voilà, voilà. Donc alors là, bon, cette faille est très célèbre, ok. Et donc même ceux qui n'ont pas fait d'études, ils la connaissent très bien. Et encore plus quand il y habite dedans. Là également, la faille Saint-Andreas est une faille assez remarquable puisqu'elle est quand même longue de 1300 km, ok. Donc tu te rends bien compte, 1300 km c'est énorme, ok. Déjà, 1 km, c'est déjà assez long quand on marche. Alors imagine-toi une faille qui est longue de 1300 km. Donc c'est vraiment très long, ok. En gros, donc, par exemple, si tu mets 10 minutes pour faire 1 km, et bien pour faire 1300 km, et ben tu mettras 1300 fois plus de temps, ok. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait donc 13 000 minutes. Et vraiment 13 000 minutes, ça fait beaucoup, ok. Bon, voilà, voilà. Bon, alors donc là, cette faille est très remarquable au niveau de sa longueur, comme je dis, donc 1300 km quand même. Donc en gros, ça fait 13 000 minutes, ok. Ce qui fait quand même beaucoup en heure également. Alors donc là, bon, si un jour ça t'amuse de faire les calculs, donc tu pourras t'amuser à faire les calculs, justement, la faille Saint-Andreas, si tu veux y marcher dessus, tu mettras en gros 9 jours, ok, plus 40 minutes. Ce qui veut dire donc 2h16 minutes, ok, plus bien évidemment les 40 minutes, ok. Bon, alors là, j'ai dit 2h16 minutes, mais en réalité c'est 216 heures plutôt, parce que si tu te rends compte que 2h16 minutes, ça fait 9 jours, ça va pas, ok. Donc c'est 216 heures, ok. 216 heures pour marcher le long de la faille Saint-Andreas, ok. Donc vraiment c'est très long, ok. Et encore ça c'est pour quand tu mets 10 minutes à faire 1 km, ok. Donc il faut marcher vite quand même, tu vois. Bon, voilà, voilà. Donc 1300 km c'est vraiment une distance incroyable. Bon, après comme ça on peut s'amuser à faire des petits calculs et puis voilà, voilà, ok. Donc la faille Saint-Andreas elle est très longue, 1300 km.
Ok, voilà. C'est pour ça qu'elle est également connue. Ok. Bon alors là, et bah justement c'est à partir de là que sont créés les séismes, ok. Et donc justement, et bah d'après les scientifiques, j'en avais peut-être déjà parlé, mais bon, je préfère en reparler, dans peut-être 50 ans, 30 ans, ou ça peut également se passer demain, et bah il devrait avoir en Californie, et plus précisément au niveau de la faille San Andreas, à San Francisco, et bah justement un big one, ok. Le big one c'est quoi? C'est un gros séisme, ok. Et donc un gros séisme qui se passe tous les 150 ans, ok. Bon, théoriquement, si tu t'amuses à faire encore une fois tes calculs, ok, et ben normalement ça devrait se passer en 2056, ok. Mais les scientifiques ont avancé cette date aux alentours de 2048, un truc comme ça, ok. Bon, après, il y en a qui disent que ça peut se passer demain, il y en a qui peuvent dire que ça se passe dans un an. Bon, en tout cas, en termes de sismologie, ok, donc en sismologie, on n'est jamais sûr, et ben des dates où les séismes vont se passer, ok. Alors donc voilà, encore une fois, et bah tout à l'heure je t'avais montré un schéma simplifié et bah justement de ce que c'est qu'un séisme. Là je vais te montrer un schéma un peu plus complexe, ok, que tu peux également apprendre. D'ailleurs je mets un petit cœur pour ceux qui seraient amusés, qui s'amusent avec ça, parce que bon c'est des schémas à apprendre vraiment par cœur, ok, c'est des schémas, faut savoir légender ça, on va dire pas toute votre vie, mais bon, au moins pour le brevet, ok, faut savoir légender des schémas comme ça, ok, parce qu'imagine dans ton brevet de sciences, et bah mettons le sujet commun entre la SVT et la physique chimie, c'est les mouvements. Et donc dans les mouvements physique chimie, bah, on va parler de vitesse, on va te parler de certaines équations, ok, on va te parler de plein de choses, ok. Et en sciences de la vie de la Terre, on pourrait très bien parler de tectonique des plaques. Qui dit tectonique des plaques, qui dit également donc et bah séisme, ok, voilà. Et qui dit également à côté des volcans. Ok, donc là on peut très bien te parler de ça, ok. Alors donc là oui, tel vous voyez pas très bien mon écriture, enfin du moins ce qu'il y a écrit là. Bon alors là ici il y a écrit en surface. Donc là ici vous avez l'épicentre, ok. C'est la zone où justement le séisme a été le plus fortement ressenti en surface. Je dis bien en surface, je dis pas en profondeur. Après donc ici, et bah, vous avez la propagation des ondes sismiques dans toutes les directions, comme je disais donc. Après ici donc, et bah, vous avez tout simplement le déplacement des deux blocs crocheux, comme je disais donc, qui sont séparés le long d'une faille, ok. Voilà. En gros c'est ça qu'on appelle la faille. Ici donc, et bah justement, ceci là, le gros trait que vous voyez ici, c'est la faille. Et donc ici vous avez le foyer. Et donc le foyer, et bah comme je disais donc, le foyer rentre au centre, ok. Donc du coup c'est la zone et bah, où justement il y a une rupture des roches mais en profondeur, ok. Et c'est la zone où justement on est à l'origine du séisme, ok. Bah donc là voilà. Je vais te présenter rapidement également et des échelles qu'on utilise en sismologie. Alors là, pareil, pour ceux qui voudraient voir les documents couleurs, c'est pareil. Je vais essayer de vous mettre les échelles de Mercalli et de Richter, et justement sur la description de la vidéo, ok. Comme ça vous aurez un petit lien à cliquer et puis vous verrez mieux les documents couleurs, ok. Donc là vous avez ici l'échelle de Mercalli, ok. Donc échelle de Mercalli qui sert à quoi? Il sert tout simplement à mesurer en fait l'intensité des dégâts observés. Par exemple, en premier temps, ici quand on est au niveau 4, justement ça veut dire que les vibrations sont compatibles à celles provoquées par le passage en gros camion. Après, quand on est au niveau 5, c'est à dire que le séisme ressenti en plein air des dormeurs se réveille, ok. C'est à dire que justement si le séisme qui a été ressenti font que les dormeurs se réveillent, c'est à dire qu'il est déjà assez fort. Après, niveau 6, c'est quand les meubles sont déplacés. Niveau 7, c'est quand quelques lézardes apparaissent dans les édifices. Niveau 8, c'est quand les cheminées des maisons tombent. Niveau 9, c'est quand les maisons s'écroulent et les canalisations souterraines sont cassées. Et le niveau 10, c'est la destruction des ponts et des digues. Les rails donc de chemin de fer sont tordus, ok. Alors là, les échelles, je t'en parle comme ça rapidement, mais là, dans la prochaine vidéo, je vais t'en reparler encore plus dans le détail de ces échelles là. Donc là ça mesure l'intensité des dégâts observés. Maintenant vous avez également l'échelle de Richter. Donc là c'est une autre échelle qui sert à autre chose. Elle par contre elle va mesurer donc la magnitude qui est basée sur l'énergie libérée lors du séisme, ok. Par exemple le niveau 0 c'est rien. Et en revanche le niveau 12, ok, ça veut dire que l'énergie qui a été libérée est très forte, ok. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker,
à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc là, je vais essayer de faire de mon mieux pour que je vous mette dans la description de la vidéo les échelles de Richter et de Mercalli, ok? Voilà, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo et également la faille Saint-Andreas pour que vous puissiez voir le tout en couleur. Parce que là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer les documents en couleur puisque il fait bien nuit et donc j'ai pas les documents en couleur là maintenant, ok? Mais je vais essayer d'en prendre des photos afin donc que je puisse les mettre dans la description de la vidéo.